Bien, mes chers collègues, je vous propose de démarrer ce conseil municipal un peu spécial par l'appel des présents. Je laisse la parole à la questure pour l'appel. Monsieur Ferrari. Présent. Monsieur Toscano. Présent. Monsieur Grand. Madame Grand. Présente. Monsieur Nafosi. Présent. Madame Grillet. Présente. Madame Rodriguez. Oui. Monsieur Yayaoui qui donne pouvoir à Monsieur Nafosi. Monsieur Dussard qui donne pouvoir à Monsieur Toscano. Madame Torres. Monsieur Bouquercy. Madame Chemry. Monsieur Alphonse. Monsieur Demurcia. Madame Bernard. Madame Roy qui donne pouvoir à Monsieur Alphonse. Madame Bonnet qui donne pouvoir à Madame Bernard. Monsieur Dacruz. Madame Gomez-Viegas. Absente. Madame Emery Wehoff. Madame Laïb. Monsieur Mera. Monsieur Issette qui donne pouvoir à Madame Grand. Madame Perrier. Monsieur Brocard qui donne pouvoir à Monsieur Bouquercy. Monsieur Durand. Madame Stace. Monsieur Bussy qui donne pouvoir à Madame Torres. Monsieur Chemengui. Madame Glé. Madame Panabokopoulos. Monsieur Grand. Donne pouvoir Madame Rodriguez. Vous devez la voir. Et Madame, Monsieur Glé, Jean-Yves. Qui a donné pouvoir. Ah oui, excusez-moi. À Martine Glé. Et Madame Zidi. Le quorum est atteint. 17 sur 33. Oui, c'est ça. Chaud patate. Oui, le quorum est atteint. Le conseil municipal peut donc se tenir avec deux informations. L'installation de monsieur Jean-Yves Glé pour le groupe Pont-de-Clé Le Changement qui a accepté en date du 11 octobre 2017 de siéger. Également l'installation de madame Zidi Ouada pour le groupe Pont-de-Clé Le Changement suivant de liste. Processus en cours de validation. Mais comme il existe une jurisprudence nous indiquant que même si la personne n'a pas accepté, elle doit être installée au conseil municipal qui suit. Donc je l'installe sans savoir si elle l'acceptera. Nous verrons donc bien au prochain. Voilà. Mais néanmoins, si elle acceptait, elle est installée dès aujourd'hui comme conseillère municipale. Ceci étant fait, merci en tout cas d'avoir répondu présent. Je sais que ça a mobilisé vos agendas à toutes et tous. C'est un sujet, nous allons essayer de faire ce conseil municipal synthétique, c'est un sujet qui aurait pu se traduire simplement par un courrier du maire au préfet. Mais j'ai estimé personnellement que compte tenu de l'enjeu, il était nécessaire que ce soit le conseil municipal qui finalement prenne position sur un sujet important puisqu'il concerne la stratégie locale de gestion des risques inondations et notamment les impacts sur Pont-de-Clé, mais comme d'ailleurs sur le périmètre de la métropole en l'espèce. Et il me paraissait plus puissant, plus fort d'avoir un avis du conseil municipal qu'un courrier du maire au préfet, ce que d'autres communes font. Pas toutes, d'autres communes ont délibéré ces derniers jours en ce sens. Et je laisse la parole au premier adjoint pour l'exposé des motifs. Oui. Je vais essayer de faire un résumé, même si toute la délibération est importante, bien sûr, mais je vais me concentrer surtout sur les points et l'avis de la commune. En rappelant toutefois ce qu'est la stratégie locale des gestions des risques d'inondation, hein, c'est un outil qui est issu de la directive inondation, directive européenne, et qui a été transporté en droit français par la loi du 10 juillet 2010. Donc une stratégie locale comprend des objectifs de réduction des risques et des mesures pour atteindre ces objectifs.
Il existe 31 TRI. Alors TRI, c'est un territoire à risque important d'inondation. Il existe 31 TRI sur le bassin Rhône-Méditerranée. Et notre secteur est compris dans le TRI de Grenoble-Voiron. Donc Grenoble-Voiron, c'est un bassin de 450 500 habitants. Et ce TRI étudie les débordements de l'Isère, du Drac, de la Fure et de la Romanche. La stratégie du TRI de Grenoble-Voiron est soumise à la consultation des parties prenantes, dont Grenoble-Alpes-Métropole et 29 communes concernées sur son territoire. C'est dans ce cadre que nous sommes aujourd'hui consultés. La SLGRI sera finalisée à l'issue de la consultation pour être approuvée par le préfet d'ici fin 2017. Pont-de-Claix est particulièrement concerné par la stratégie locale des gestions des risques d'inondation Drac-Romanche. En matière de gestion du risque inondation, l'État s'appuie sur une doctrine nationale qui renforce le principe de précaution. Afin d'obtenir une déclinaison de cette doctrine plus adaptée aux enjeux et spécificités du territoire, les collectivités se sont mobilisées pour construire aux côtés de l'État une stratégie locale de gestion des inondations qui réponde à cet enjeu. La stratégie locale issue de ces travaux a permis des avancées importantes en la matière, mais n'a pu aboutir à un texte partagé entre toutes les parties prenantes. L'État ayant engagé la consultation au début de l'été, alors que le consensus n'était pas obtenu et que des points de discussion restaient en attente de réponse. La commune salue à ce propos l'implication de la métropole dans ce processus et l'expertise dont elle s'est dotée avec la création d'une cellule de risque dédiée. Le dossier présenté à la consultation comprend un certain nombre de documents. Vous avez la liste énumérée sur la délibération, et ces documents sont consultables sur le site internet des services de l'État en Isère. En ce qui concerne la vie de la commune, consciente des risques qui pèsent sur son territoire, la ville de Pont-de-Claix, qui a à cœur d'allier la protection des populations à son développement urbain, s'inscrit pleinement dans les objectifs d'amélioration de la culture du risque et des dispositifs de gestion de crise. La commune, dont le territoire est totalement situé en zone dense, est confrontée aux risques technologiques et naturels depuis de nombreuses années, et à cette occasion s'est dotée d'un PCS depuis 2005. Alors, d'un PCS, mais aussi d'un DICRIM. Alors, c'est des abréviations, un plan communal de sauvegarde et document d'information communale au risque majeur. En 2007, une refonte générale de la gestion des risques a été menée et conduit à la révision complète du PCS, ainsi qu'à la mise à jour du DICRIM. Cette révision va également s'accompagner de la mise en place progressive d'un POMS, plan d'organisation et de mise en sûreté, sur le territoire, en débutant par les établissements les plus sensibles. Alors, cette révision et ce plan, ce POMS, sont accompagnés d'exercices de formation au personnel. En matière de résilience, la ville a bâti son projet urbain en prenant en compte les risques dont elle avait connaissance sur son territoire. Elle a fait de la prévention et de la maîtrise des risques une des orientations de son PADD. La ville de Pont-de-Claix souligne les avancées importantes que le travail partenarial a permis pour objectiver les données du diagnostic concernant le niveau de protection des digues et des risques de brèche. La ville tient à souligner que son territoire est entièrement situé en zone dense et qu'elle dispose de gisements fonciers importants de par son histoire industrielle et les friches urbaines que la déprise économique a générées. La ville regrette toutefois que la carte d'aléas ne soit pas encore connue, ni les impacts sur son territoire. La ville souhaite que les résultats de l'étude des aléas menée en 2015 soient pris en compte pour qu'à minima, la bande d'inconstructabilité à l'arrière de la digue Marceline soit maintenue à 50 mètres. La commune réaffirme sa demande que Pont-de-Claix soit considéré totalement en zone urbaine dense. Des engagements forts en matière de gestion des ouvrages qui jalonnent le Drac et d'entretien de son lit sont pris par les parties prenantes. L'état d'engagement du Drac nécessite des mesures conséquentes et coûteuses pour permettre une intervention durable. La ville appelle donc à mettre en place des mesures concrètes visant à améliorer cette situation dans le cadre du PAPI, programme d'action de prévention des inondations dont le financement devrait être assuré par l'État, et souhaite que la réflexion sur le rôle potentiel des dispositifs de gestion de l'eau et ou des crues du Drac se poursuive.
La ville de Pont-de-Claix s'engage à une étude pour introduire au sein de son PCS les moyens et modalités effectifs permettant, dans une logique de réquisition destinée à protéger ces populations, d'actionner les dispositifs de gestion de l'eau. Enfin, la ville fait part de ses inquiétudes quant à la période transitoire entre le porté à connaissance du PLUI complémentaire de l'État attendu fin octobre, qui permettra d'avoir une connaissance des aléas du risque d'inondation du DRAC, et l'approbation du PPRI du DRAC. En effet, il y a un delta entre les deux qui sera finalisé, le PPRI du DRAC, pas avant 2020. Donc 2017-2020, la question du droit applicable au cours de cette période se pose. Dans le cadre de l'élaboration du PLU, la métropole a demandé à l'État qu'un règlement adapté conforme à la matrice du règlement différencié puisse s'appliquer dès le PLUI. Dans l'attente, le préfet, par courrier en date du 6 octobre, a proposé aux communes de faire remonter la liste des projets stratégiques qui pourraient potentiellement être impactés par la mise en œuvre de ces dispositifs dans les 3 prochaines années. Donc vous avez la liste qui est accrochée à la délibération. Voilà, donc la liste des projets connus dans la commune est jointe en annexe à ce que je viens de dire. Après avoir entendu cet exposé, décide de donner un avis favorable au projet SLGRI présenté par les services de l'État, avec quelques réserves de prise en compte de l'ensemble des éléments qui sont cités ci-dessous, adapter la doctrine nationale relative à la bande de précaution à l'arrière des digues au contexte local en préservant la protection des populations, prendre en compte la réalité du territoire et des projets de développement urbain pour définir les zones urbaines du territoire et considérer Pont-de-Claix en zone urbaine dense dans sa totalité, adapter la réglementation au contexte local au-delà de la définition des zones urbaines et prendre en compte les spécificités historiques et enjeux du territoire, poursuivre la réflexion sur le rôle des dispositifs dans la gestion des crues et travailler avec les gestionnaires de ces ouvrages pour qu'ils participent activement à la réduction ou l'annulation des risques. Merci beaucoup. Quelques mots rapides pour vous laisser la parole. C'est vrai que c'est toujours particulier de finalement délibérer sans avoir les cartes d'aléa. La situation est un peu particulière dans l'agglomération puisque rive gauche, elles sont connues. Rive droite, elles ne sont pas connues. Elles devraient être connues au 15 novembre. Au maximum au 15 novembre. Seulement, la métropole délibérera le 10 novembre. Donc il est probable que nous ayons les cartes peut-être le 9 ou même le 10 dans la journée. Néanmoins, nous savons à peu près ce qu'il en est. Les trames ont été présentées par l'État, sans pour autant être portées à connaissance des maires et, je dirais, de façon officielle. Donc ce ne sont que des documents officieux pour le moment. Néanmoins, on sait, je dirais, les listes finalement de projets qui peuvent être potentiellement impactés. Vous voyez que dans cette délibération, finalement, l'ensemble des grands projets urbains sont listés de façon à ce que, dans la période d'aujourd'hui jusqu'à la fin du PLUI de la métropole, nous puissions avoir listé, à la demande du préfet, l'ensemble des zones qui peuvent être ce que l'on appelle soumises à une discussion au cas par cas avec les services de l'État. Toutes les communes le font remonter l'ensemble de leurs projets, qu'ils soient dans les zones ou pas dans les zones. La précaution veut qu'on fasse tout remonter de façon à ce qu'effectivement il n'y ait pas il soit listé, qu'il y ait moins de risques de fait. On a un sujet pourquoi les cartes d'aléa ont été finalement décalées côté rive droite. Puisque les ouvrages EDF, en fait, notamment un ouvrage particulier, c'est la vanne Montlogis, située à Pont-de-Claix, bien connue, a été finalement découverte comme étant potentiellement à risque si elle était, je dirais, activée ou pas activée, en cas d'inondation et de crue et de surverse. Et il s'est avéré que les cartes d'aléa font apparaître une inondation assez colossale, en fait, de la métropole, tout simplement sur la base de cette petite vanne qui serait actionnée ou pas, puisque le risque d'inondation concernerait dans ces cas-là Pont-de-Claix et notamment la partie plateforme chimique le long de la colline, et Chirol, Poisa, Grenoble, jusque quasiment au centre-ville de Grenoble. Donc ce site un peu nouveau et a un peu alerté un peu tout le monde, vous imaginez, l'ensemble des maires.
et ainsi que l'État. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir, même si tout peut se régler finalement extrêmement facilement, avec une gestion intelligente, avec notamment les gestionnaires de ces ouvrages. C'est pour ça que c'est indiqué dans la délibération, qu'on a un travail avec les gestionnaires des ouvrages. Il suffit de tout simplement lever la vanne et de permettre la libération de l'eau en cas de crue pour gérer les choses, mais la stratégie et surtout la doctrine nationale l'empêche. Donc c'est pour vous dire, c'est simplement une façon finalement d'appliquer la doctrine nationale sur un ouvrage. Donc voilà, c'est simplement en précaution, et Chirol l'a fait lundi, a eu son conseil lundi, mais c'est simplement pour vous dire que en matière de risque, on n'est jamais déçu, on en découvre à peu près tous les jours, hein, pour se dire les choses simplement, et les cartes d'aléas de l'État sont parfois, je dirais, des sujets de controverse. Simplement, derrière cela, il n'y a aucune volonté de la ville de Pont-de-Claix de ne pas tenir compte du risque inondation, très clairement, qu'on soit clair. La protection des populations est la priorité. Néanmoins, il y a des projets urbains qui peuvent être mis en œuvre en tenant compte de la résilience, en tenant compte, etc., de la façon dont on peut tout simplement bâtir, construire. Voilà ces éléments. Simone ? Alors moi j'ai des questions. Est-ce que le PRI englobe Visil ou pas ? Oui, la partie romanche, effectivement. Voilà. Parce que le problème du risque d'inondation, ils viennent de là-bas et des ruines de Séchiliennes, on est d'accord ? Pas forcément. Pas que ? Non. En fait, c'est tout simplement la crue du Drac. On est sur la base d'une hypothèse, d'une crue la plus intense possible qu'on ait connue dans notre histoire. Elle a été connue dans les années 1600, je crois, 1200. Et on estime que c'est l'événement qui pourrait se répéter. Et c'est celle-là qui fait. Donc c'est pas du tout une question d'éboulement, c'est vraiment effectivement un flux d'eau qui arrive de façon énorme sur notamment le Drac. Avec un vrai sujet, ce qui est indiqué dans la délibération, c'est que le Drac n'a jamais été curé par l'État alors que ça aurait dû être son rôle. Il va nous le transférer sans forcément les moyens. Et ça sera donc à la métropole notamment d'assumer, on estime que c'est des moyens financiers qui sont entre 40 millions et 120 millions d'euros aujourd'hui, hein. Donc voilà. Mais du coup, c'est un risque supplémentaire. Le risque éboulement est un risque supplémentaire. Mais là, c'est vraiment le risque de crue, d'inondation, voilà, avec les conséquences. Oui, parce que quand même, s'il y avait l'éboulement des ruines de Séchiliennes, ça provoquerait aussi une inondation. Donc c'est pris en compte dans le plan quand même. L'ensemble est pris en compte. C'est-à-dire que les effets dominos, etc. sont aussi intégrés. Okay. Donc là, nous, ce qu'on nous demande de regarder, c'est surtout l'impact que ça aurait sur les éventuelles constructions. En fait, c'est sur l'ensemble des projets où ils peuvent se placer sur la commune, qu'ils soient publics ou privés. C'est pour ça que dans la liste, il y a des projets privés, publics, mais il y a aussi des projets diffus. C'est-à-dire même pour les habitants, hein, qui ont envie de faire une division parcellaire de leur maison, j'en passe et des meilleurs. Et puis vous avez la zone des îles, qui là on est plutôt sur des fonciers privés. Le secteur des papeteries, c'est à la fois public et privé. Et puis typiquement quand on dit les terrains à proximité de la centrale EDF, c'est aussi notamment pour la CCAS EDF la capacité de pouvoir d'avoir des projets à l'avenir, alors qu'on est quand même en proximité aussi de la rivière, hein. Donc c'est ça en fait le sujet. C'est ça parce que moi j'ai été surprise de voir les terrains à proximité de la centrale et la base de loisirs EDF. Donc ça, quand on dit cet espace pourrait être aménagé, mais par qui ? Par la ville ou par EDF ? Pas forcément. Pas forcément par EDF eux-mêmes. En fait, c'est une précaution, c'est-à-dire qu'on se dit que ça, c'est des zones qui potentiellement pourraient à l'avenir avoir des projets autant publics que privés. Oui, nous, on n'a pas, la ville n'a pas de projet sur... Pas du tout. Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais c'est simplement qu'en précaution, qu'on puisse dire, s'il y a des projets, qu'on puisse dire, mais attendez, c'était dans la délibération comme un point de vigilance. Donc voilà, on le fait pour tous et pour les autres, hein, d'une certaine façon. C'est du préventif, oui. Patrick. Moi, j'ai un certain nombre de... dans les projets ou les lieux où il y a déjà des choses implantées, est-ce que ça mériterait pas il ne mériterait pas de rajouter la zone de Comboire, qui est un point quand même qui est reconnu, hein, quand même proche du Drac. Est-ce que il y a une installation, mais s'il y a des évolutions, ou qu'on ne soit pas en difficulté en disant, bon, cette zone était déjà installée, ça me paraît être important de le préciser.
Et quand on parle de zone, la petite zone artisanale qui est juste en face des papeteries, là, bon, elle est plus loin. Elle est dans le secteur papeterie, elle est intégrée dedans, ou est-ce que ça mériterait pas de regarder sur les points qui peuvent évoluer. Je reviens pas sur ce qu'a dit Simone par rapport au terrain EDF. Et puis après, ça nous renvoie à des questions plus larges. Alors, quand on parle de la vanne Montlogis, c'est la vanne qui est sur la digue. C'est ça. Et je vois pas comment on peut. Je suis assez dubitatif pour ceux qui voient. C'est l'eau qui passe dans le canal. Bon, que c'est des incidences, mais je vois pas ça fait partie des incohérences éventuellement ou des précautions que prend l'État. C'est plus des parasols, c'est des sachant que pour la gouverne de chacun, cette vanne, ce canal, il fait que rester. On peut déjà le sortir au Saut du Moine, donc l'eau du canal, on peut déjà la mettre dans le Drac au Saut du Moine. Et donc de fait, ça n'a plus de valeur. On peut la remettre dans le Drac à côté des Montlogis parce qu'il y a une vanne qui est faite pour ça, qui s'ouvre manuellement, je précise. Donc toutes les manœuvres de vanne sûreté sont toutes des manœuvres manuelles. Donc ça me renvoie à une deuxième interrogation. Parce que on a voté le SAGE avec toute une série de précautions, l'évolution autour de la GEMAPI. EDF a des consignes préfectorales de surveillance des crues. Bon, il y a quand même un certain nombre qui sont pas l'objet de la délibération, mais quand même il y a toute une série de choses et c'est impressionnant ce qu'on va rajouter. Donc, bon, je suis pas dans les précautions, moi j'ai pas de remarques particulières. Hein. Donc voilà un peu les questions que j'avais moi comme ça à la première relecture. Hein. Autre question particulière, le traitement de la plateforme, l'ensemble de la plateforme par rapport à cette question-là. Est-ce que c'est traité dans une autre annexe parce qu'on est aussi sur un territoire? Est-ce qu'on est dans le risque d'inondation? Comme on ne connaît pas la cartographie, est-ce que cette question-là, elle reste en suspens, sachant que la plateforme, elle est à la fois éloignée, mais elle est en termes de niveau, elle est à peu près dans le niveau des autres terrains. Voilà un peu les interrogations. Et puis après, il y a on a une série de digues de protection. On a les digues qui sont sur le bord du Drac. Les papeteries, il y a aussi une protection qui avait été construite au bord du canal des papeteries. Donc, je ne sais pas où on va s'arrêter. Bon, je comprends pas toujours la stratégie de l'État dans son ensemble, si ce n'est, pour un point d'anecdote, quand la première fois qu'on a présenté le SAGE avant le vote à l'unanimité, l'État qui avait participé à toutes les réunions, l'État et puis la région Rhône-Méditerranée se sont abstenus sur le premier projet alors qu'ils avaient élaboré la totalité des questions. Donc c'est pour dire que des moments, on est un peu assez circonspect sur ces questions-là, mais n'empêche qu'il faut qu'on balise le terrain parce qu'il vaut mieux prévenir ces questions-là et c'est important. Voilà un peu les interrogations que j'avais ou les remarques. Mais je pense qu'on a besoin peut-être de rajouter quelques points qui sont des points, même si c'est aujourd'hui installé, pour permettre de travailler sur le long terme. Parce que pour revenir à la zone de Comboire, on est quand même sur s'il y a un point de fragilité, moi je le pense. Alors après, la crue décaméliennale, ce qu'on appelle la crue décaméliennale du Drac, bon, en ce moment, on ne va pas être embêté, parce qu'il y a bientôt plus d'eau dans le Drac à l'amont du côté du Chamsor. Ça, c'est notre difficulté. Mais ça renvoie à la question des barrages. Et comme je le dis souvent, on est sur le Drac, on a des barrages en état. Et on a plus, du côté romanche, la problématique du barrage du Chambon, qui aujourd'hui ne peut plus encaisser les crues. Donc on a un cours d'eau, le Vénéon et la Romanche. Je ne parle pas de l'eau dans le côté Grand Maison, il n'y a pas de risque particulier, mais le barrage du Chambon, il est exploité ce qu'on appelle à niveau normal, c'est-à-dire que le barrage était fait pour encaisser une crue, donc il peut encaisser un certain nombre de quantités d'eau. Aujourd'hui, c'est plus le cas, puisque le barrage de Chambon turbine les entrées. Donc si la Romanche était en crue de manière importante, on se retrouvait on a des problématiques côté Romanche plus interrogative, plus soucieuse que côté du Drac, sachant que la Romanche, elle peut passer elle peut passer de 10 mètres cubes à 120 mètres cubes en 3 heures, et 120 mètres cubes à l'entrée de la Romanche. Bon, c'est un point particulier, mais quand on évoque ces questions avec l'État, ça renvoie au rôle de l'État sur la construction des grands ouvrages. Et sur la construction et sur les investissements à faire. Mais ça, n'empêche que cette question, elle est aujourd'hui toujours prégnante et on n'est pas embêté. Il n'y a aucune vision à court terme ou long terme. Donc, ça vient encore fragiliser tous les plans de prévention. Voilà, un peu plus largement, c'est pour donner quelques infos au conseil municipal. Non, merci. Moi, je vous propose de rajouter la zone de Comboire. C'est un point important. Je crois que oui.
Donc on rajoute la zone de Comboire, effectivement, c'est important. Sur la zone des papeteries, les deux sont la partie effectivement est et ouest sont indiquées dans le document. Donc la partie à maîtrise publique comme la partie à maîtrise privée sont indiquées. On est tous complètement circonspects de cette. Champagny va aussi travailler parce que. Oui. Excuse-moi, il y a à porter au-delà de la digue, on a le côté gauche en même temps, on a tout le poste RTE qui est sur une zone. Ouais. Qui a des plus gros postes de transport de la région Rhône-Alpes, qui évacue l'énergie de transition et qui alimente. Ouais. On a ce poste-là, ça me paraît important que Champagny, parce qu'on est aussi juste à la montée, donc Oui. Il faudra vérifier que ça soit bien dans la délibération de la métropole, parce que c'est un sujet qui est effectivement aussi bien sûr champagné, mais d'intérêt plus large, quoi. Mais on est tous circonspects des cartes, de ces nouvelles cartes d'aléas sur la question de la vannemonlogie. Et tout le monde se dit, mais en même temps, et comme tu peux le dire, sont contrôlées par des personnes, elles peuvent être activées par des personnes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a introduit l'idée qu'il puisse y avoir une gestion dans le cadre du PCS, de la ville, tout simplement, je dirais, qu'on puisse introduire la gestion, d'actionner des dispositifs de gestion de l'eau dans le cadre du PCF. C'est donc important qu'on puisse le mettre, parce que c'est aussi sans doute une façon d'exprimer le fait qu'on aura moyen de la gérer et de ne pas avoir l'inondation derrière. Les parties considérées. Mais je vous montrerai les cartes. Hormis nous remettre les cartes de ce que pouvait être le lit du Drac il y a à peu près 400 ans, voilà ce que ça nous rappelle, tout simplement. Et c'est vrai que c'est un sujet. Sur le sujet plateforme chimique, le sujet est de fait un sujet que l'État et le préfet lui-même a intégré comme étant un sujet de sensibilité, parce qu'effectivement, s'il y a inondation, la plateforme chimique peut être inondée. Donc c'est un sujet de sûreté plus général, et c'est clair que le préfet l'a en tête. Ça ne modifie en rien d'ailleurs le calendrier du PPRT, qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, les choses sont parties, l'enquête publique sera en début d'année prochaine, on déroule comme le calendrier est donné. Voilà, donc là, on a pu finalement intégrer l'ensemble des espaces potentiels à l'avenir de projet. C'est dans les 3 ans. C'est simplement la période des 3 ans qui vient. Une fois qu'on aura le PLUI, les choses seront posées, etc. Donc c'est cette période un peu intermédiaire qui fait que s'il y a des projets qui sortent, on puisse dire au préfet, on veut un traitement au cas par cas sur cette zone-là, pour qu'on puisse régler les choses. C'est déjà le cas à d'autres endroits, sur la presqu'île, les dossiers se règlent au cas par cas, sur un dossier classique sur Sassenage, l'extension de la société Air Liquide, qui était bloquée à cause de ça, désormais a pu être réglée dans le cadre de ce cas par cas particulier, quoi. Mais franchement, vous savez, si on devait appliquer la SLGRI aujourd'hui, moi, je ne sais pas quelle serait la tête de l'agglomération grenobloise en termes de construction. Je pense que vous n'auriez pas de zone sur Comboire, vous n'auriez pas de zone sur les papeteries, vous n'auriez pas de zone sur Polymérie, vous auriez sans doute rien sur la presqu'île. Faut qu'on se le dise, quoi. Maurice ? Il faut savoir que quand les bras qui étaient montés, Leclerc, c'est amené jusqu'à ras de mettre sur le camion. Et le dos, est-ce que un sondage a été fait sur les digues des papettes, tout ça? En Saint-Jean-de-Luz, c'était monté jusqu'à ras. Alors, l'historique des crues, on les a. Après, ce que tu évoques, c'est-à-dire la solidité des digues, elle nous est demandée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a lancé, la métropole a lancé toute une étude sur les digues, parce que les digues vont devenir la propriété de la métropole. Et il va falloir qu'on connaisse leur état pour pouvoir les renforcer éventuellement. On ne sait pas combien ça va coûter très cher. Donc là, on a lancé des diagnostics sur toutes les digues qui reviennent en propriété à la métropole. Donc c'est colossal. On va avoir 3 ans d'études sur toutes les digues dans lesquelles on va nous dire celle-ci est en très mauvais état et il faut investir dessus si vous voulez protéger les populations. Si vous ne faites pas les travaux, vous ne pourrez pas, par exemple, construire derrière ou plus loin, etc., etc. Aujourd'hui, toutes ces digues-là, même les digues orphelines,
celles qui n'ont pas de propriétaire aujourd'hui deviennent propriétaires de la métropole. C'est donc un vrai changement complet. Et ça veut dire que, et c'est la taxe Gemapi, celle qui va être activée à partir de fin d'année prochaine sur notre feuille d'impôt, qui va servir à financer les travaux de ça. Avant, on recevait l'ASDI, vous savez, on recevait la petite contribution à l'association des digues. Ça disparaît. Mais c'est la métropole qui va désormais prélever, dans un premier temps, pour faire des études et des travaux, des premiers travaux urgents. Mais on n'aura pas le choix. C'est nous qui devrons entretenir toutes les digues. Hein. Et l'État qui les contrôlera. L'État reste dans le jeu. Il ne faut pas oublier quand même qu'il va nous dire non, c'est pas assez entretenu. Il faut l'entretenir, etc., etc. C'est colossal ce qui nous attend derrière hein, sur cette notion de digue. Hein. Ah oui, mais heureusement, elles ont été bien faites, hein, mais... J'avais deux. Ça me renvoie à deux interrogations. La manœuvre de la digue Montlogy, elle est assurée par des salariés de l'opérateur qui s'appelle EDF. Oui. Comme les manœuvres de grand barrage, donc les salariés qui sont liés à des contraintes de proximité. Il méritera peut-être qu'on réfléchisse, y compris avec EDF, hein, par rapport au temps d'intervention de ces salariés. Parce qu'aujourd'hui, les périmètres des installations s'élargissent. Hein, pour l'imager, quelqu'un qui est ce qu'on appelle, je dis souvent, ce qu'on appelle la zone du premier quart d'heure, hein, oui. Pour qu'un agent puisse intervenir sur des organes de sécurité pour faire les manœuvres nécessaires à passer une crue ou lier un événement qui peut être un événement de rupture. Moi, c'est le cas le plus extrême. Donc ça nécessite qu'on regarde avec EDF, puisque les agents qui manœuvrent ça, ils habitent à Saint-Georges-de-Comiers. Mais en cas d'anomalie de dégradation, il faut qu'ils retraversent quelques rivières éventuellement pour venir. Donc il faudra quand l'État nous impose des contraintes, comment on les met en application, sachant que sur les gros événements climatiques, les difficultés qu'ont rencontrées les salariés pour intervenir, c'est les problématiques de route, donc chute d'arbres, d'inondation et de téléphonie. Alors, même si là-bas n'est pas, à mon avis, dangerosité, donc ça nécessitera qu'on ait un regard, je pense, y compris la métropole, sur ces questions-là. Les salariés aujourd'hui qui sont mis en place, parce que ça renvoie à l'État ses responsabilités d'exigence sur les consignes de crue, consignes de salariés sur les barrages, et l'État a été très très laxiste sur ces évolutions-là. Et puis deuxième question, moi, qui m'interpelle aussi, c'est quand il y a eu le grave accident de Fukushima, on a imposé aux collectivités, aux entreprises de mettre hors d'eau des outils, notamment des diesels. Est-ce qu'on peut être amené sur la ville ou voir sur la plateforme à leur demander de faire des investissements sur mettre hors d'eau liés à la crue? Alors, dans la paranoïa de l'État, à monter à des hauteurs pas possibles, les diesels à minimum de secours. Alors, sur la ville, on n'a pas obligatoirement ces questions-là, mais indirectement, des pompes de relevage d'eau, des choses comme ça. Est-ce qu'on ne va pas être amené à avoir des impacts où l'État nous imposera de mettre hors d'eau des endroits qui sont l'alimentation en eau potable, l'alimentation minimum en énergie, sur la ville, voire sur la métropole? Parce qu'on peut se trouver avec c'est une interrogation, mais comme ces questions-là, elles ont évolué notamment sur les sites nucléaires, pour être plus précis. Est-ce que c'est des choses qui sont aujourd'hui en réflexion? On n'est jamais à l'abri de quelques énarques qui vont réfléchir, qui vont nous imposer quelques... Donc, c'est plus large que la ville de Pontlé, mais n'empêche que je pense notamment aux pompes de relevage du Cier qui sont juste à l'entrée de Pontlé. Y compris, on peut avoir un lieu comme la maison de retraite, avoir un point de secours. Est-ce qu'on n'a pas regardé aussi les points qui sont liés aux questions d'inondation et qui pourraient nous fragiliser? Mais je pense le plus précisément à la plateforme chimique qui peut être amenée à leur demander de faire des investissements pour mettre hors d'eau les outils de sécurisation, à minimum, je pense, l'incident de la semaine passée, l'histoire de l'air comprimé, qui vient fragiliser le fonctionnement. Bon, ça va plus loin que la délibération. Mais je pense que c'est plus sur le territoire de la métropole qu'on a besoin de réfléchir. Je pense notamment aux pompes de relevage qui sont qui relèvent l'eau de l'Isère, et qui ne sont pas secourus aujourd'hui. Oui. Donc on s'éloigne du Pontlé, mais n'empêche que c'est des choses sur lesquelles il faudra peut-être, dans les évolutions futures ou dans les installations futures, amener à réfléchir, à prévoir ces investissements pour se sortir éventuellement de sollicitation. Alors je ne parle pas de la zone de Comboire, il n'y a pas de point de dangerosité, mais n'empêche que c'est des questions qui viendront. Non, mais pour dire les choses, c'est tout à fait pertinent et ça doit faire l'objet de notre réflexion dans les mois et les années qui viennent. C'est tout à fait pertinent. On commence à
entendre des services de l'État, typiquement, vous voyez, sur Comboire, vous construirez en hauteur désormais. Donc ça veut dire que effectivement, cette notion finalement de résilience, elle commence à être intégrée finalement déjà dans les éléments des services de l'État. Et ça peut aller jusqu'à, vous devez mettre hors d'eau un certain nombre de choses, vous devez mettre pour éviter des pollutions, pour éviter ceci, cela. Et je pense qu'on n'est qu'au début de tout ça. On n'est qu'au début, et il peut y avoir des conséquences qui vont être assez lourdes. Après, sur la plateforme chimique, c'est là où le préfet a complètement senti immédiatement quel pouvait être l'enjeu, très fortement. C'est-à-dire de dire la plateforme chimique sur ce sujet de la vanne Montlogis peut être à un moment donné sous l'eau, à quelle hauteur, c'est compliqué. On a vu apparaître des choses, des hauteurs d'eau à Grenoble de 40 cm, 50 cm. C'est pas peanuts, quand même, tout ça. Ça commence on commence à sentir une certaine tension sur ce sujet-là, et qui fait que d'ailleurs, et pour rejoindre ce que dit Patrick Durand, EDF est tout à fait prêt à jouer vraiment le jeu, et est complètement impliqué. Le vrai sujet, c'est que comment on arrive à, non pas à contourner une doctrine nationale, parce qu'on n'arrive jamais à la contourner, mais comment on arrive à adapter une doctrine nationale sur cela en ayant une stratégie intelligente, collective de gestion du risque. Donc c'est ce qu'on travaille avec l'Adréal, avec le préfet, avec EDF, avec les communes, pour essayer de trouver, avec la métropole bien sûr, pour essayer de trouver une solution. Mais voilà. Donc l'important, c'est que nous puissions faire remonter assez vite la liste des projets qui sont potentiellement dans les 3 ans qui viennent. Moi, je vous propose de rajouter la zone de Comboire. Peut-être qu'on fasse un petit paragraphe, tout simplement pour la décrire, comme il y a un paragraphe pour les autres, pour pas qu'elle apparaisse simplement la zone de Comboire. Bon, on se fait confiance là-dessus pour la description, les zones économiques, artisanales, commerciales, etc. Et s'il n'y a pas d'autres prises de parole, je vous propose de mettre aux voix. Donc, on rajoute Comboire, pas d'opposition. Pas d'abstention, donc la zone de Comboire est donc rajoutée. Et la délibération est mise aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité. Merci beaucoup. Ça sera donc transmis au préfet. Merci beaucoup et la séance est levée. Merci à vous.